heureux de vous savoir fidèle au poste. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Précarité ambiante, taux de chômage peu rassurant. Pas besoin de loupe. Là, monsieur, pour toucher du doigt la réalité de l'environnement du travail de plus en plus hostile à la jeunesse béninoise en quête effrénée de pitance quotidienne. Préoccupante pour les géniteurs, la situation l'est aussi pour les pouvoirs publics. Et comme, pour le signifier mieux, montrer la détermination de l'exécutif à inverser la donne, Patrice Talon, prenant tout son peuple à débrouiller, mieux, la communauté internationale a récemment annoncé l'insertion de 2000 jeunes diplômés par an dans les entreprises privées comme publiques. C'était le 31 juillet, veille de la célébration des 59 ans de l'indépendance du pays. Euphorique nouvelle pour la couche juvénile qui voit ainsi se lever un nouveau jour. 2000 emplois par an promis aux jeunes. Nouvelle amorce de la lutte contre le chômage ou un appart pour 2021. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission Débat du jour. Et déjà, sur ce plateau, pour nous aider à apprécier les tenants et aboutissants d'une telle nouvelle, Rodrigue Rustico, expert financier, il est fiscaliste. Rodrigue Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. Et merci d'être des nôtres. Ça fait un petit moment sur le plateau de 100% Bénin. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de lui, Kazmik Pédior, journaliste économique, il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmik Pédior, bonjour. Bonjour Joël, j'ai entendu. Bonjour chers téléspectateurs. Et merci aussi d'être des nôtres ce matin. Tout le plaisir est pour nous. Oui, un grand jour pour la jeunesse, mesdames, messieurs, en quête désespérément d'emploi. Eh bien, cette jeunesse semble voir plutôt envers les signaux. Patrice Talon annonce une aube nouvelle, 2000 emplois par an dans les entreprises privées comme publiques. Rodrigue Rustico, entrepreneur que vous êtes et qui savez quelles sont les peines de cette jeunesse qui chaque matin vient faire des dépôts de dossiers. Vous avez suivi cette annonce faite par le chef. Comment, d'abord, le patron d'entreprise a-t-il accueilli la nouvelle? Alors, je pense que c'est bien réfléchi, c'est une bonne décision. Reste la faisabilité, avec prise en compte des différents paramètres d'insertion. Et donc, il faut encourager cette décision, il faut encourager l'autorité publique à réellement parvenir à insérer 2000 emplois. Vous savez, insérer des gens aujourd'hui, que ce soit dans le secteur privé ou public, ça pose beaucoup de contraintes. D'accord. Des contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Et je pense que si l'État déjà parvient à relever ces contraintes-là au second rang, vous allez comprendre que cela va naturellement diminuer un peu la précarité au niveau de la jeunesse. La jeunesse a d'énormes problèmes, d'accord, d'insertion. Et l'État a l'obligation, en fait, de faciliter l'insertion. Je pense que c'est un bon programme et qu'il faut vraiment suivre de très près et voir quand même dans quelle mesure, effectivement, on pourra recruter alors ces 2000 personnes par an et les insérer, et dans quelle mesure également prendre le secteur privé comme étant le bras opérationnel de cette décision. Le secteur privé, c'est naturellement lui qui va embaucher beaucoup plus par rapport aux 2000 emplois, parce que vous savez, pour créer de la valeur ajoutée, on a besoin des humains. Et pour créer de la valeur ajoutée, ce n'est pas l'État qui crée la valeur ajoutée, c'est le privé qui crée de la valeur ajoutée. Donc, il faut travailler en partenariat avec le privé. Et donc, ça fait partie des principes basiques qu'il faut d'abord régler avant de lancer alors ce vaste programme-là. Et beaucoup plus penser à l'auto-emploi. C'est le plus important d'ailleurs dans ce programme-là. Je pense que le gouvernement aurait beaucoup plus à gagner en pensant beaucoup plus à orienter les jeunes vers l'auto-emploi que de les orienter vers un emploi salarié. Oui, parce que l'emploi salarié, ça a une durée, c'est maximum 2 ans que vous aurez. Et si vous êtes compétent, on pourra alors vous retenir. Si vous n'êtes pas compétent, on va vous lâcher. Vous voyez un peu. Donc, il y a quand même pas mal de contraintes qu'il faut essayer de lever. Je pense que au cours de l'émission, on va essayer d'apprécier ces contraintes, mesdames et messieurs. Mais pour le programme, alors, le responsable d'entreprise pense qu'il est plus qu'opportun d'y penser. Et le chef de l'État aura bien fait de faire de telles annonces. Oui, Kazmik Pédior, pour l'analyste, comment vous avez accueilli la nouvelle? Alors, merci Joël. Mais avant que l'analyste ne parle, le Béninois qui sommeille en moi, le Béninois qui est en moi,
Lorsque j'ai entendu, comme tout autre donc, Béninois, le 30 juillet 2019, le chef de l'État fait donc, le 31, excusez du peu, le 31 donc, juillet 2019, quand le chef de l'État donc s'est prononcé sur cette question-là. Vous savez, 2000 emplois annoncés par an. Quand j'ai fait un petit calcul, ça fait 10 000 emplois indirects. Et au total, ça fera 12 000 emplois créés par an. C'est une bonne nouvelle qu'un Béninois ne peut pas ne pas donc applaudir. C'est une mesure à la fois sociale mais aussi économique qui pourra donc permettre au Bénin donc de relancer la question donc de l'employabilité, la question donc de la disponibilité de la ressource humaine, de la disponibilité de la main-d'œuvre locale bon marché pour véritablement relancer l'économie. Et en tant qu'analyste économique, je crois que nous avons besoin donc d'une population active déjà, mais aussi une population active qui véritablement est employée et non sous-employée. Car aujourd'hui, au Bénin, le taux de sous-emploi reste plus élevé au niveau de la sous-région. Soit 10%, sinon soit 11%. Donc, de la population active aujourd'hui sommeille, dort donc sous les boisseaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et donc, lorsque le dirigeant, le premier donc citoyen, le premier employeur arrive donc à lancer donc les jalons donc d'un recrutement massif chaque année de l'ordre de 12 000 personnes, vous comprenez donc que ça ne peut que donc combler la joie donc des citoyens. Mais je dis et je reste encore analyste, je reste béninois dans ce genre de commentaires. Dans le développement, certainement, on reviendra de façon plus précise sur les imbrications donc d'une telle décision, d'un tel discours, d'un tel programme. Oui, parce que c'est tout un programme, cette annonce faite, et certainement l'autorité y a pensé. Rustico, le responsable d'entreprise que vous êtes, dites qui a des préalables importants et ce qui vous a amené à utiliser l'expression faisabilité. Alors, quand on regarde la réalité du travail aujourd'hui, à quoi vous pensez d'abord? Oui, moi, vous savez, je prends tout simplement le secteur privé. Le secteur privé reçoit sur des demandes. Le secteur privé reçoit quand le besoin existe. Le secteur privé reçoit quand le secteur privé a de la disponibilité. Vous voyez aujourd'hui des entreprises aujourd'hui qui n'ont même pas assez d'espace pour pouvoir accueillir de nouveaux salariés. Et donc, elles sont limitées. Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut régler. Et aussi, faciliter la tâche aussi à ces entrepreneurs-là du point de vue fiscalité. Parce que sur le point de vue fiscalité, même si ces agents-là vont dépendre de l'État, d'accord, ne pensez pas quand même qu'en interne, il n'y aura rien qui sera reversé à ces agents-là. Il faut forcément leur rétrocéder à moins quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, quel est le plan fiscal qu'on va mettre en place pour pouvoir soulager alors cette entreprise-là? Enfin, le plus important aujourd'hui, c'est de voir quel est le cadre formel qu'il faut mettre en place entre le privé et le public. Parce que l'État est prêt aujourd'hui à supporter la charge, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais l'entreprise doit pouvoir prendre le risque de recruter, d'accepter alors celui-là qu'on veut livrer. Alors, celui-là qu'on veut livrer, est-ce qu'il est en mesure alors de faire le bon travail? Point d'interrogation. Vous voyez, donc c'est un programme qui est étalé sur 2 ans. Donc vous devez être en mesure de conduire le risque pendant 2 ans. Vous voyez, donc l'État a l'obligation de travailler de manière à ce que le privé se sente intéressé. Il ne faut pas que le privé soit laissé en rade et qu'on lui impose peut-être certaines conditions. Il faut que le privé soit associé, d'accord, à la prise de décision. Et vous allez voir que ça va impacter mieux. Parce que, en fait, le problème principal, c'est quoi? Le privé a ses besoins spécifiques, ce que l'État central n'a pas. Et donc, le privé a ses besoins spécifiques. Et donc, si vous voulez faire des recrutements, et ces recrutements ne sont pas orientés vers les besoins spécifiques de ces entités-là, vous comprenez avec moi que vous allez envoyer des gens en entreprise, mais ils ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Parce qu'ils ne peuvent pas apprendre. Parce que le besoin n'existe pas. Vous voyez? Donc, il s'agira d'abord de faire l'inventaire des besoins, d'accord, la cartographie des besoins, et de recruter en tenant compte de ces besoins-là, de combler ces vides-là au niveau des entreprises, surtout au niveau des entreprises privées. Au niveau des entreprises publiques, bon, on comprend, hein, on peut recruter n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais dans le privé, vous comprenez avec moi que c'est la compétitivité, c'est tout simplement l'optimisation des ressources, c'est tout simplement tout ce qui est rationnel. Donc, l'entrepreneur privé
n'est pas prêt aujourd'hui pour recruter une personne qui ne va pas lui apporter quelque chose dans la chaîne de production de la valeur ajoutée. Donc, quand vous êtes dans son entreprise, vous êtes en mesure alors de créer de la valeur ajoutée. Donc, on vous accompagne, on vous accepte. Donc, conséquence, l'État, avant de proposer quelqu'un, doit se rassurer que celui-là répond aux besoins alors du secteur privé. Vous voyez un peu la difficulté. Donc, si on parvient à régler ce problème-là, tout va se passer comme des roulettes. Et donc, c'est ça d'abord ma vraie préoccupation. Si ça c'est réglé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, Casmine Pidjo, comment faire pour atteindre un tel objectif? C'est surtout cette question que beaucoup se posent. Et là, nous avons quelques éléments de réponse déjà avec un Rustico. Pour vous, quels sont les préalables qui s'imposent ou comment en arriver à atteindre un tel objectif? Alors, merci beaucoup, Joël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment y parvenir? J'ose croire que le chef de l'État, Patrice Talon, qui, donc, le 31 juillet dernier, quand il annonçait donc ces 2000 emplois, avait déjà rédigé lui-même son programme et c'est parfaitement ce qu'il va faire parce que ce que nous allons proposer ici, j'ai comme l'impression que ça ne va pas trop l'intéresser parce que quand on voit déjà ce qui s'est passé juste là, quand on voit déjà ce que Rustic, mon vis-à-vis, donc, est en train de soulever ici comme préalable, comme levier, pouvant permettre aujourd'hui donc, de passer donc, à la réussite de ce programme, j'ai comme l'impression que notre proposition serait de l'utopie. Cependant, nous allons le dire. Vous savez, quand le chef de l'État a annoncé les 2000 programmes, je veux bien croire que c'est l'opérateur économique qui est en lui, non pas qui sommeille en lui, mais l'opérateur économique qui est en lui, qui est en train désormais de parler. Je veux bien croire que le chef de l'État est sincère. Je veux bien croire que le chef de l'État a intégré la dimension humaine dans le développement, la dimension donc collégiale, la dimension nationale, ce qu'on vient ici d'appeler une nation, une entité qui désormais a commencé donc par travailler en lui. Parce que les préalables, oui, il faut aujourd'hui des préalables. Alors, je ne veux pas remonter un peu l'histoire parce que je veux croire que le chef de l'État, juste là, a joué donc à la politique. Parce que si je dois remonter le passé, je dirais que le 27 décembre 2017, le chef de l'État avait déjà annoncé que lui, il a réussi à créer 200 000 emplois. Je ne trahis aucun secret quand je le dis. Et donc, je ne sais pas quel programme lui a permis de créer 200 000 emplois en 3 ans. Et je ne sais pas désormais quel serait le programme qui va créer 2000 emplois. Vous voyez un peu le problème que je veux ici soulever. On a comme l'impression qu'il y a un programme X qui a créé 200 000 emplois, qui nous a annoncé, déjà créé. Mais c'est aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, annonce que c'est maintenant lui, il veut créer, il va commencer par créer 2000 emplois chaque année. L'ancien programme, il s'appelle comment? C'est vrai. Quelle est l'efficacité de l'ancien programme? Alors, donc, moi, ici, je veux donc croire que le chef de l'État, à travers ces 2 sorties, nous parlait plutôt de 200 000 emplois qui ont été cassés, qui ont été donc mis en berne, et que maintenant, on va reprendre tout ça, on va corriger les choses, on va donner l'espoir, comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission, que l'aube nouvelle véritablement a commencé par souffler. Nous avons l'horizon qui nous montre désormais que le Bénin serait un pays mieux gouverné. Parce que les préalables ici passent d'abord par la coopération, le bon voisinage entre le secteur privé et le secteur public. Il a dit, ça passe d'abord par la pression fiscale, enfin, pas la pression fiscale, le bon climat des affaires. Je préfère ça. Le bon climat des affaires aujourd'hui pourra nous garantir les 12 000 emplois au total à créer d'ici. Donc, je ne sais pas pour quelle période. Parce que le chef de l'État a été clair, Casmi. Les 2000 emplois, c'est chaque année. Alors, nous sommes déjà le 31. Restez surtout collés à ce qui vient d'être fait pour ne pas verser dans la polémique. Vous permettez. Nous ne sommes pas dans la polémique. 2000 que vous avez dit, on sait tout ce qui a été dit tout autour. Et on y reviendra sans nul doute en son temps. Certainement. Mais ceci est de la continuité, c'est vrai. Je voudrais ici faire observer aux Béninois et à la communauté internationale que ce discours a été prononcé un 31 juillet. Oui. L'année ici, c'est par rapport à quelle bonne? Est-ce que c'est à partir de 2020? Alors là, j'ai de l'inquiétude. Si c'est 2020, j'ai de l'inquiétude. J'ai même des réserves. Encore que c'est un discours. C'est sur papier. Donc, ce que j'ai dit à l'entame ne reste que sur papier. Je l'analyse sur papier. Mais dans les faits, c'est autre chose. Alors, si c'est le 31 juillet,
c'est quelle bonne ici? Est-ce que désormais l'année va du 1er août au 31 juillet, en tenant compte donc de notre indépendance? Si c'est ça, ok. Maintenant, on va commencer par décompter. Alors donc, véritablement... C'est bien de prendre ça comme un repère. Une autre nouvelle pour tout un peuple, c'est un 1er août. Ça, on n'oublie pas. Alors, durant combien d'années pourra-t-il le faire encore? Puisque le chef de l'État actuel n'a que 18 mois encore. Il n'a que 18 mois. Et dans 18 mois, vous avez une seule fois 12 mois. Et donc, véritablement, je ne voudrais pas faire le décompte avec lui, mais je dis, est-ce que le temps pourra nous suffire pour pouvoir apprécier ce Beaucoup de questions. Vous permettez très rapidement, avant de revenir vers vous. Oui, Rustico, votre vis-à-vis, lui, évoque ce que vous appelez, en termes de fiscalité, le coût du temps dans la faisabilité ou dans l'applicabilité d'un projet. Là, on était au 31 juillet, 1er août, qui reste pour le peuple béninois quand même une date très importante. C'est un nouveau départ, au vrai sens du terme, pour le peuple. Et c'est là, le chef de l'État fait son annonce. Il demande alors, est-ce qu'on décompte à partir du 1er août? Et si on doit le faire ainsi, il a quelques craintes. Oui, en restant collé au temps, parce que c'est bien le déterminant. Est-ce qu'il faut vraiment craindre? Bon, moi, je ne pense pas qu'il faut craindre, parce que du moment où l'horizon temporel, c'est certainement lui seul qui pourra le définir. Moi, tout mon problème, c'est qu'on parvient réellement à insérer les 2000 personnes, les 2000 emplois. Et bon, est-ce que ça va commencer en janvier? Est-ce que ça va commencer en décembre? Personne ne sait. Parce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, nous ne savons pas un peu tout ce qu'il a déjà peaufiné au niveau de ce projet-là par rapport à l'insertion. Donc, on ne saurait vraiment donner une période. Mais je pense que rapidement, par rapport à ce sujet-là, Casimir avait soulevé le programme de 200 000 emplois créés, tout et tout. Donc, je pense que ce programme-là, à mon homme, la vie, c'est un programme spécial. Il a été clair. Ce qui a été annoncé le 31. Ce qui a été annoncé, voilà. Il a été suffisamment clair dans son discours. Monsieur, je ne me trompe pas, il disait que c'est un programme spécial d'insertion des jeunes. Et donc, il ne faisait pas allusion par rapport au programme ancien. D'accord? Et donc, je pense que moi, je crois en ce programme-là. Et je pense que s'il le fait, et que l'État étant une continuité, et on continuait pas faire la même chose, je pense qu'on aurait quand même réglé un tout petit peu les problèmes. Mais ma crainte, c'est juste au niveau des structures qui existent déjà, qui font ce même travail. Quelle serait alors la structure qui va piloter le programme? Si c'est la NPE qui est là, par exemple, aujourd'hui, qui s'occupe naturellement de la promotion de l'emploi des jeunes, et qui doit pouvoir piloter le programme, là, vous comprenez avec moi qu'on doit pouvoir être à l'aise, parce que déjà aujourd'hui, cette structure fait quand même son petit bonhomme de chemin, fait ce qu'elle peut faire en la matière. Donc, si la même structure va piloter ce vaste programme spécial, c'est une bonne nouvelle. Mais lorsque on va voir peut-être une autre structure qui va encore collaborer avec ce programme, vous voyez, je me dis, il y aura un petit problème de coordination. Il vaut mieux carrément que cette même structure-là, on lui donne les moyens nécessaires pour pouvoir recruter et affecter les bons éléments aux entreprises. Ça, c'est très important. Parce que le privé, ce n'est pas de la philanthropie. Au niveau du privé, si vous ne savez pas faire quelque chose, vous n'êtes pas utile pour le privé. Donc, s'il faut recruter pour recruter, juste pour pouvoir satisfaire les 2000 emplois à insérer, le privé ne peut pas alors jouir de cela, parce que le privé veut également mettre de l'expertise, mettre de la compétence, d'accord, au profit de la jeunesse. Mais si la jeunesse n'est pas encore prête, il va falloir quand même que la jeunesse s'apprête. Et le chef de l'État était allé loin et disait que si ces jeunes-là se donnaient au travail et ils sont engagés dans le travail, ils auront alors la chance d'être recrutés. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est un ballon d'essai, d'accord, et l'idéal c'est que cela prenne. Que cela prenne tôt ou tard, que cela prenne et que cela continue dans le temps. Et le plus important, ce n'est pas lié ce programme-là au mandat et qu'on sort, mais il faut que ça démarre et qu'on fasse le point. À chaque fois, c'est ça qui nous manque en fait.
Hein. Quand on fait des effets d'annonce comme ça, on ne parvient pas à faire une pause pour faire le point, pour savoir à quel niveau d'exécution nous sommes, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire. Vous savez, l'État peut recruter 2000 personnes en un mois. En un mois, hein, c'est vite fait pour l'État, parce que l'État n'est pas le privé. Les contraintes d'un privé sont énormes par rapport aux contraintes de l'État central. Donc l'État a les moyens d'organiser un recrutement tout de suite massif et de déployer les gens directement dans les structures privées. Tant est qu'en amont, on avait déjà travaillé avec ces structures privées-là, qui avaient déjà envoyé leurs demandes en termes de besoins, et l'État décide d'ailleurs de combler ces vides-là. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que si vous envoyez pour envoyer, les gens vont rester dans les entreprises, ils ne vont rien apprendre. Et s'ils n'apprennent pas, l'État n'est pas en train d'atteindre l'objectif, parce que l'État rêve que ceux-là puissent avoir la capacité soit de s'insérer, soit d'être recrutés, soit de s'auto-employer. Vous voyez, mais si les gens doivent pouvoir venir remplir juste le bureau sans pour autant travailler, franchement, ça ne va pas. C'est une peine perdue. Donc, voilà un peu ce que vous m'avez dit. On attend de voir le démarrage de ce programme-là. Comment est-ce que le programme sera conduit et que bon voir ce programme. En attendant le démarrage de ce programme, votre chaîne de télévision a décidé d'apporter sa modeste contribution. On est toujours à l'étape de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce programme qui se veut spécial, pour que ce soit un total succès? C'est un peu là l'objectif de ce programme. Chacun apporte sa contribution. Pour ceux qui viennent de nous prendre et qui n'auraient pas suivi exactement les mots du chef, Kazmi Kpedio a raison, on revient là-dessus. Les mots du chef de l'État, en substance, je vous le cite. J'ai décidé, avec le gouvernement d'ici, Patrice Talon, d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion, ou alors qu'ils sauront voler de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Fin de citation. Kazmi Kpedio, visiblement, une phrase assez succincte, mais qui comporte tout. Soit au niveau de l'entreprise privée ou publique, avoir les outils nécessaires, les plus méritants, les plus motivants. Ceux qui vont montrer de l'allant dans le travail pourront se voir reconduits, pourquoi pas. Mais le chef de l'État n'a pas oublié l'autre paire de manchevaux, qui n'est pas Rustico, qui est dans déjà l'opérationnel. Il faut penser à l'auto-emploi. Le chef de l'État y a pensé aussi. Tous les paliers pris en compte à travers ce bout de phrase. Alors, je voudrais rappeler au chef de l'État que l'État providentiel n'existe plus. Depuis des années, on a fini avec l'État providentiel. L'État dans lequel nous sommes, ce n'est pas l'État qui recrute et met à la disposition du privé ou bien à la disposition du public. L'État dans lequel nous sommes, c'est cet État qui offre des facilités, qui offre des engagements au secteur privé, qui l'accompagne donc dans le recrutement. Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. J'ai posé un certain nombre de questions, mais je viens donc, à travers ce que vous avez rappelé, je viens donc d'avoir la réponse. J'ai quand même l'impression que nous ne sommes plus en 2019, ni en 2020, ni en 2021. Nous sommes dans un second mandat du chef de l'État, donc c'est un discours futuriste, c'est de la prospection. Parce que je l'ai dit, il ne reste que 18 mois. Même le bout de phrase, programme spécial, ça ne vous convainc justement, pas qu'on est dans l'opérationnel? C'est la spécificité du programme qui, ici, m'amène donc à sortir donc, de ce mandat et à analyser donc le discours du chef de l'État dans un mandat nouveau, enfin, après 2021. Parce que, je l'ai dit, on avait déjà un programme qui a fabriqué 200 000 emplois en 3 ans. Ce programme est-il mauvais? Il a dit, avons-nous fait le point pour qu'on amène un nouveau programme. Mais le nouveau programme même qu'on a amené là, c'est un ancien programme de l'ANPE. Ça, si le chef de l'État ne sait pas, ça veut dire qu'il y a un problème de coordination. Ça veut dire qu'il n'y a pas un ministère de planification au Bénin. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt considérer que cette annonce du chef reste un programme directement lié à la présidence et donc qui fera quelque chose de spécifique, différent de ce qui se fait déjà et annoncé par la NPE? On ne peut pas chaque fois créer des structures ça et là et penser qu'on est en train de diriger un État. Il y avait déjà un préalable, il y a un passif que nous avons laissé depuis 1960. Et il doit avoir une continuité. Donc, il a dit, l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, avait déjà pour ambition créer déjà 2000 emplois chaque année et mettait à la disposition du secteur privé ça.
Et donc, moi, je suis peiné. Donc, je suis peiné lorsque je sors du discours, lorsque je sors donc de la phraseologie qu'emploie donc le politicien pour embellir donc les efforts, pour embellir donc l'état de la République. Je suis un peu peiné parce que je ne comprends pas à quel privé on veut remettre les 2000 emplois. C'est à ces privés qu'on a déboutés qui sont à Paris, qui ne font rien. C'est peut-être autre problématique qu'on peut aborder. Non, c'est la même problématique. C'est ces privés-là, c'est ces Indiens, c'est ces Libanais, c'est ces Nigériens, c'est ces Ivoiriens qu'on a chassés de Cotonou, des rues de Cotonou, qu'on a donc débarqués à coups de millions dans leurs capitales respectives. C'est à ces privés-là on veut remettre donc les emplois. Je ne comprends. Ou bien que le chef de l'État nous dise aujourd'hui qu'il est propriétaire de toutes les entreprises du secteur privé. Beaucoup de questions à ton niveau ce matin. C'est des questions dont je pourrais répondre aisément et que j'ai commencé par le faire. Est-ce à dire que le chef de l'État, ancien donc sociétaire des entreprises privées, pas des moindres, est aujourd'hui en droit de nous dire qu'il a besoin de 2000 employés chaque année dans ces entreprises? Si ce n'est que ça, ok, on y va. Rustic a parlé tout à l'heure de la qualité aussi de notre main-d'œuvre. Non, il ne faut pas voir qu'il y a 2 ou 3 individus dans le panier qui gâtent pour généraliser. Les Béninois ont travaillé pour donner 7% de taux de croissance à notre économie. Je ne peux pas venir sur un plateau et dire que c'est une mauvaise qualité. Il y a la qualité. Seulement qu'il n'y a pas la politique. Donc moi, je veux comprendre. Alors, je partirai des exemples précis. Avant de revenir à ces exemples, parce que ça fait plusieurs éléments à la fois. Mais Rustico, est-ce que dans ce discours, faute du temporel, on peut y voir un peu de touche politique? À mon avis, non. Il faut quand même que Casmine ramène un peu la balle à terre. Je pense quand même qu'il faut juste prendre le chef de l'État au mot. D'accord? Moi, je le prends au mot et je considère que c'est un programme réellement spécial et qu'il a envie de le faire. Le plus important pour nous autres, c'est quoi? C'est de le voir, le réaliser. Je vous ai dit, l'État a le moyen d'organiser un recrutement en une semaine, contrairement au privé. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. Merci. Votre intervention m'amène à vous lire ce message, entre autres messages que nous avons reçus sur notre page Facebook, lorsque nous avons annoncé ce thème. Yves, il s'appelle, a donné son nom et l'entreprise au sein de laquelle il a travaillé, nous on garde ça, pas de publicité par ici. Oui, donc Yves Tépoin, pour ainsi le nommer, dit ceci, je le cite, nous avons applaudi quand nous avons suivi le chef de l'État, mais en même temps, moi, Yves, j'ai coulé des larmes. Car croyez-moi, je fais partie de ces jeunes gens qui travaillent au sein d'une entreprise qui recrutait, qui avait comme pour main d'œuvre, 25 personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes tous à la maison parce qu'à un moment donné, notre employeur n'arrivait plus à faire face aux charges. D'abord, 5 personnes à la maison, ensuite c'est 12. Finalement, il a dû fermer la baraque. Si c'est possible, monsieur le journaliste, une suggestion, que le chef de l'État commence par ressusciter toutes ces entreprises qui ont dû fermer et donc renvoyer plusieurs jeunes à la maison. Ça pourrait être déjà un gain. Ensuite, voir comment recruter le reste. Rustico, qu'avez-vous envie de dire en suivant ce témoignage? Non, écoutez, ce qu'il a dit, c'est pas qu'il a tort. Il a raison par rapport à ce qu'il a dit. Vous savez, ce n'est pas le recrutement des 2000 qui va régler le problème. Non, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Le problème, vous savez, ce n'est pas le recrutement, c'est l'auto-emploi. Tant que nous ne parvenons pas à aller vers la création des banques de développement, nous avons aujourd'hui des banques purement commerciales, ça ne marchera pas. Vous allez dans la sous-région, dans des pays où nous avons même la banque de l'entrepreneuriat. Il nous faut des banques du genre pour faciliter réellement la création et puis l'émergence entrepreneuriale des jeunes. Parce que c'est quand on va créer des entreprises, c'est quand on aura des allègements du point de vue fiscalité que l'individu va se trouver un peu épanoui et recruter encore davantage. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse peut-être mettre en place un programme beaucoup plus spécial pour aller vers la création d'une banque entrepreneuriale qui est là pour accompagner la jeunesse. Vous allez aujourd'hui au GUF, vous leur demandez combien d'entreprises sont créées par jour. Il y en a des milliers d'entreprises qui sont créées, mais combien peuvent rester encore c'est ça. Dans la durée, beaucoup plus faible. Donc, il vaut mieux beaucoup plus travailler sur le mental, d'accord, la mentalité de l'entrepreneur, lui faire comprendre un peu les enjeux de l'entrepreneuriat
et lui faire comprendre que, attention, quand tu veux te mettre sur ce chemin-là, voilà les risques que tu cours. Et voilà également ce que tu peux avoir en retour. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui créent des entreprises à des coûts d'opportunité. Parce que j'ai un oncle qui est dans tel endroit, dans tel ministère, je crée mon entreprise et c'est fini. Et quand l'oncle a été relevé de ses fonctions, automatiquement, l'entreprise est en même temps fermée. C'est ça qu'il faut refuser. C'est ça là qu'il faut corriger. Parce qu'en corrigeant ça, ça va éviter. Celui-là, par exemple, qui a travaillé, ils sont nombre de 25, et l'individu, le patron ne fallut pas l'argent. Le patron, s'il n'a pas d'entrée, il ne peut pas faire de sortie. Il ne peut pas faire de sortie au-delà de ses moyens. Vous voyez, donc, à un moment donné, quand il est essoufflé, il est obligé d'arrêter. Donc, pour relancer l'économie, la relance de l'économie, c'est à travers la production. Il faut relancer l'économie à travers la production, stimuler les gens à investir, stimuler les gens à produire et stimuler les gens à commercialiser. Et donc, quand vous ne faites pas ces champs-là, et on va à la phase terminale déjà du système économique, c'est-à-dire on veut recruter juste pour placer, vous voyez, on ne joue pas encore un rôle de fondation pour l'économie. Donc, il vaut mieux, alors, pour l'État, je propose quand même, je pense quand même qu'il va arriver à ce niveau-là, parce que si les gars vont voler de leurs propres ailes, il leur faut un accompagnement. Et l'accompagnement aujourd'hui, là, ça n'existe pas. C'est tellement rare qu'aujourd'hui, le jeune a un très bon projet d'entreprise, mais il n'a pas les moyens de le développer. Conséquence, il nous faut une banque d'entrepreneuriat, une banque qui puisse être en mesure d'accompagner cette jeunesse-là à aller de l'avant. C'est ça qu'il faut pour la jeunesse. C'est de ça la jeunesse a besoin. Les former correctement, aller revoir nos systèmes de formation qui ne sont pas du tout opérationnels aujourd'hui, nos curricula de formation qui ne sont pas du tout en adéquation avec les besoins des entreprises. Ça, c'est déjà un problème sérieux que nous traitons depuis des années. Et donc, ça, voilà les points sur lesquels il faut vraiment taper dur. Donc, moi, je suis d'accord que le chef de l'État puisse prendre cette décision-là de façon rapidement pour pallier tout simplement à court terme. Ah, ça, c'est une mesure à court terme. Vous voyez, un emploi pour 2 ans, c'est des mesures à court terme, d'accord? Pour gérer juste un peu la conjoncture, c'est des mesures à court terme. Mais nous, il faut aller vers des mesures à long terme. Dans les mesures à long terme, il faut aller vers la création des emplois, vers la création des entreprises. Et c'est en cela que l'État aussi va gagner. L'État aussi aura encore des ressources en termes de fiscalité. Vous voyez, autant de choses. Moi, je préfère beaucoup plus de solutions durables parce que ça voudrait dire que l'État est en train de s'engager pour donner signature alors à la jeunesse. Aujourd'hui, si un jeune veut prendre de l'argent même à la banque, dans une banque commerciale, et il a même l'aval de l'État, c'est déjà bien pour la banque de l'accompagner. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de la caution de l'État, d'accord, pour pouvoir entreprendre. Mais la jeunesse n'a pas ça. Donc, je pense que si on parvient à régler ça, et je pense que, connaissant le chef de l'État, il sait qu'il connaît bien le monde des affaires, il va penser à ça, mettre en place une banque de développement, une banque qui accompagne réellement rien que les jeunes entrepreneurs. Après, bien sûr, des organisations, des centres d'incubation, on les forme, on les coach correctement par rapport à la gestion de l'argent, d'accord? Quand vous passez de l'argent, il faut travailler avec l'argent et rembourser. Ça, c'est des cultures qu'il faut avoir. Et si la jeunesse n'a pas cette culture, avec moi, on peut crier sur tous les toits, on va les recruter, ils vont devenir encore médiocres en entreprise, ils ne vont pas saisir les opportunités qui naissent au sein de l'entreprise parce que créer son entreprise, ça nécessite du flair, ça nécessite le fait que j'ai des regards, j'observe des besoins, des manques à combler. Mais si je suis en entreprise, en tant que recruté, et puis je ne parviens pas à identifier les besoins, à aller combler plus tard, vous voyez, je vais rester là pendant des années sans pour autant atteindre mon objectif. Donc, visiblement, voilà un travail de longue haleine. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Avant de revenir sur ces compartiments, parce que oui, là, vous nous en avez servi à Casimir Pédior par rapport à ce plaidoyer, j'aimerais l'appeler ici, du jeune Yves. Qu'avez-vous envie de dire ? J'ai envie d'ajouter, comme le jeune Yves, que la chaîne de télévision TVC, enfin Télévision Carrefour au Bénin, émettant donc depuis le centre, a fermé baraque. Je voudrais ajouter donc à cette plaidoirie donc de Yves que mes confrères, donc 37 de mes confrères de Canal 3 sont aujourd'hui au chômage. Je voudrais ajouter que Kadiaf Komon a dégraissé, a fait abattement sur salaire et continue donc de prendre des dispositions pouvant lui permettre, non pas de fermer tout, mais quand même de réduire au strict minimum. Je voudrais ajouter au chef de l'État, s'il ne le sait certainement pas, que le groupe CDPA Agri-Sach a également dégraissé et que l'homme le plus vertueux qu'on a retrouvé dans la République et qu'on a décoré dans un passé très, très récent est en passe donc d'aller devant la justice pour aller justifier d'un certain nombre de choses. Je voudrais ajouter au chef de l'État
que les Libanais ne sont plus au pays. Je voudrais ajouter que les Indiens sont partis. Je voudrais ajouter pour dire que on ne crée pas d'emplois en détruisant les emplois. Le chef de l'État doit pouvoir nous faire le point des emplois depuis donc le 6 avril le 12 avril, où au cours du Conseil des ministres, il a annulé des décisions rendant ainsi des Béninois chômeurs ou sous-employés. Je voudrais faire remarquer que c'est quand on aura fait le taux de mortalité des entreprises depuis le 6 avril 2016 qu'on pourra savoir si en créant 2000 emplois par an, si on est en train de redresser la pente ou bien qu'on est en train de faire un discours politique. Moi, je ne suis pas politique, en tout cas. Je voudrais faire observer au chef de l'État que nous sommes, nous, jeunes qui travaillons, laborieux, nous sommes 6 600 000 au Bénin et que parmi nous, il y a 4 752 000 qui ne travaillent pas, qui sont sous-employés. Je voudrais faire observer au chef de l'État que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'il nous annonce, lui, Patrice Talon, le 27 décembre, que lui, il a créé 200 000 emplois, je reviens dessus, et que son ministre, Ablaye Tchané, également a annoncé des chiffres, 60 000, et après c'est devenu 63 284 en 2017, je voudrais faire comprendre au chef de l'État que exactement là, de quoi il parle. C'est quoi ces chiffres-là? Il nous embrouille. C'est de l'embrouille. On est embrouillé dans le pays. Il ne revient pas à l'État de prendre ces programmes-là en charge. Vous voulez créer d'emplois, alors que la loi, parce que j'ai précisé la date, les années, vous ne pouvez pas, nous sommes dans une loi des finances 2019 qui est en cours d'exécution. Et, sauf miracle, il n'y aura pas de collectif budgétaire pour ramener la fiscalité à l'endroit en faveur de ces entreprises qui sont parties. Il y a beaucoup d'entreprises ici, je vais citer TVC, je vais citer Canal 3, qui aujourd'hui sont étouffées par ce qu'il convient d'appeler l'asphyxie fiscale. Parce que ces entreprises aujourd'hui reçoivent des redressements ou reçoivent des intentions éphémères. Et ce n'est pas que eux. Vous descendez dans la presse locale, c'est pareil. Vous descendez au niveau des sociétés. S'il vous plaît, de quoi nous parlons? Mais on a célébré la Tabaski il y a quelques jours. J'ai vu des reçus où des personnes sont allées acheter moutons de Tabaski avec 3 000 francs d'impôts à payer par mouton acheté au Bénin. Vous voulez créer des emplois? Je suis très sérieux. Vous voulez créer des emplois en pressurant les entreprises de cette manière-là? Vous voulez créer des emplois en renvoyant les plus grosses entreprises du pays vers l'exil? Ces messieurs qui sont là-bas, ils sont plus de 350 exilés aujourd'hui qui sont partis du pays. C'est moi qui le dis, c'est pas moi. Je ne présente pas un tableau politique. Je présente un tableau qui va en faveur du chef de l'État. Donc, si son programme doit être une réalité, il va falloir qu'il dégraisse. Et si on doit dégraisser, nous sommes déjà en août. La loi des finances 2020 est pratiquement finie. Donc, si ces mesures fiscales n'ont pas été revues à la baisse, c'est que 2020, le chef de l'État n'est pas en même de pouvoir honorer cet engagement-là, parce que le secteur privé ne pourra pas l'accompagner pour obtenir du 100%. Alors donc, il ne nous reste que 2021. Si le chef prenait conscience le 31 juillet 2019, ce n'est qu'en 2021 que cette intention serait mise en application. D'où le thème, votre thème, que j'apprécie à sa juste valeur. Nouvelle amorce donc de la lutte contre le chômage, ou bien à part pour 2021. Je m'inscris parfaitement dans votre sujet. Non, il faudrait que nous cessions de voir la question de l'emploi, la question économique, comme donc la politique. Non, c'est pas possible. Il faut véritablement que nous sortions, il faut que nous sortions des papiers, il faut que nous puissions désormais travailler sur le modèle économique béninois. Travailler sur le modèle économique béninois, et justement, puisqu'on est là, comme je l'ai dit, une émission pour apporter son grain de sel, pour améliorer ce qui se fait. Rustico, je prends l'un des pans des aspects évoqués par Kazmi Kouidjo. Est-ce qu'il faudra impérativement, peut-être si j'interprète mal, vous allez me le dire, Kazmi, aider les entreprises qui meurent au jour le jour à pouvoir tenir et là, à l'en croire, agir sur la fiscalité? Oui, je peux vous garantir que l'État béninois fait quand même
pas mal d'efforts. Les gens ne savent pas les tests, ils ne connaissent pas les tests. Vous savez, aujourd'hui, il y a des dispositions dans la loi, d'accord, qui vous demandent, par exemple, lorsque vous êtes dans le secteur informel et que vous ne faites pas preuve d'une poursuite sur le plan fiscal et que vous voulez naturellement faire face à vos obligations fiscales, vous allez les faire à 100%, ceci sans pénalité. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, si une entreprise est en difficulté, la loi a prévu des dispositions également pour pouvoir dire à l'État, je suis en difficulté. Quand vous êtes en difficulté, ça veut dire que vous ne pouvez pas alors faire face à vos obligations comptables et fiscales, et donc vous allez déclarer cela alors vis-à-vis de l'État. Alors, le plus important aujourd'hui, c'est que chacun soit conscient de ce qu'il doit pouvoir faire. Vous savez, on ne peut pas dire que l'État est en train de pressurer. Non, l'État ne pressure pas. C'est la conséquence de notre régime fiscal d'imposition. Nous avons opté pour le régime déclaratif et donc il n'y a pas de problème. Donc si vous déclarez et qu'on doit pouvoir venir contrôler ce que vous aviez fait, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un. Parce que c'est le système qui est comme ça. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il faut revoir le système? Non, c'est vrai. Vous savez, c'est un héritage. On fait comment? C'est pour un les héritage. Entreprises, comme vous l'avez dit, Oui. les entreprises qui meurent au quotidien, lui, il a cité quelques cas. Bien C'est sûr. vrai qu'il fait froid au dos, savoir qu'il y a des jeunes qui doivent devoir rester à la maison. Au même moment, le besoin se pose. Trop de jeunes à la maison, c'est pas bon pour l'équilibre social. On fait comment? Moi, je suis contre, par exemple, le fait qu'on décide que l'État subventionne les entreprises privées. Vous savez, la subvention, ce n'est pas source de compétitivité. Quand on vous subventionne, c'est pour ça que je dis, même les sociétés d'État qui n'ont que des subventions toutes les fois, elles ne font rien. C'est parce que elles ne créent pas de la valeur ajoutée. Une société privée qui crée de la valeur ajoutée, votre subvention, ça ne doit pas occuper une bonne place dans ses activités. Vous voyez? Donc, l'État viendra en aide pour vous lorsque on sent quand même qu'il y a vraiment un déséquilibre. C'est-à-dire que vos charges dépassent naturellement vos produits. Là, l'État va vous appuyer en vous accordant ce que nous appelons subvention d'équilibre. D'accord? Et cette subvention d'équilibre viendra tout simplement ajuster un peu vos comptes. Ça vous permet de vous relancer. Et donc là, ce qu'il faut peut-être proposer, c'est que l'État mette en place une stratégie pour répertorier les entreprises en difficulté, d'accord? Et les appuyer financièrement pour pouvoir les redresser d'une manière ou d'une autre à travers les subventions d'équilibre. Et donc, on vous relance pour quelques années, pour voir à peu près comment est-ce que vous allez vous reprendre. Et là, l'État va vous laisser après. Donc, je pense que c'est des mesures que l'État peut prendre également en la matière. Mais pour une entreprise, par exemple, qui se fait contrôler par le fisc, ce n'est pas du tout une mauvaise chose parce que c'est la conséquence des déclaratifs. Donc, il faut rêver que l'État accompagne. Vous allez peut-être aux États-Unis, l'État est prêt à appuyer des entreprises en cas de difficulté. Quand vous n'avez pas, par exemple, de l'argent pour payer vos salaires, parfois, l'État vous appuie. Mais vous savez, ce n'est pas à 0 franc. Ce n'est pas à 0 franc, mais c'est des accompagnements, c'est des mesures d'accompagnement qui permettent quand même au privé de respirer un tout petit peu. Donc, je pense qu'il faut faire tout possible pour que l'État, d'accord, parvienne à trouver une solution pour les entreprises en voie de disparition. Comment les restructurer, d'accord, les reprendre alors, parce qu'une entreprise qui meurt, c'est l'État qui paie de l'argent. Donc l'État ne va pas vouloir quand même la mort de toutes les entreprises. Oui, Kasbik Diop, il m'a semblé qu'on me dit qu'on doit clôturer. Je vous laisse quand même la parole très rapidement. Oui, l'État peut accompagner les entreprises, mais pas de cette manière. Vous savez comment l'État accompagne les entreprises? C'est par exemple la centrale de Maria-Gleta. Avoir la disponibilité de l'énergie électrique est mieux. J'ai apprécié ça. Quand le gouvernement signe un contrat avec une entreprise française pour produire désormais, à partir de 2021 ou 2022, je ne sais pas trop, de l'énergie électrique à base du gaz. C'est ça, accompagner les entreprises. Je n'ai jamais dit sur un plateau que l'État ne doit pas aller chercher ses sous. Je n'ai jamais dit ça. Mais lorsqu'on préçoit 3 000 francs sur un mouton vendu, je ne sais pas comment vous appelez ça dans un État sérieux. Lorsque vous êtes dans un pays où vous avez 15 banques et une seule traite directement avec les entreprises, je ne sais pas comment on appelle ça. Lorsque vous êtes dans un pays où vous allez à l'Assemblée nationale, vous prenez des dispositions légales qui désormais contraignent les entreprises à renvoyer leur personnel quand ils veulent, comme ils veulent, et que les banques sont aujourd'hui incapables de financer donc les salariés. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faudra donc
prendre des dispositions légales à l'Assemblée nationale pour faciliter la création de l'existence, pour faciliter le taux donc de suivi des entreprises et non le taux aller vers un taux de mortalité des entreprises des plus élevés. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est une émission contribution, beaucoup de choses qu'on peut dire. Le terme faisant partie, oui, vous allez conclure. Je voudrais terminer en exhortant le chef de l'État à joindre l'acte à la parole, à croire en lui-même, que le discours qu'il prononce devant les caméras soit le discours qu'il tient lui-même en son fort intérieur et qu'en baissant la pression, en faisant venir les opérateurs économiques, car lui seul, il ne pourra jamais, à grand jamais, même s'il a toutes les entreprises du Bénin, il ne pourra jamais recruter par on a compris 2000 votre employés, contribution. il ne pourra jamais oui, le faire. Rustico, c'est pratiquement la fin. Votre conclusion. Non, ma conclusion, je rêve que le chef de l'État essaye de réfléchir et d'aller vers la création d'une banque de développement, vers la création d'une banque entrepreneuriale qui est là pour financer les jeunes, pour pouvoir vraiment amorcer le développement. Vous savez, la croissance économique, c'est tout un processus, d'accord? Ça ne se décrète pas, il faut se préparer pour. Je pense quand même que l'avenir est vraiment certain et radieux. Merci à vous, Rodrigue Rustico. Merci également à vous, Kasbi Koudio, chers téléspectateurs. Merci et toutes nos excuses. Vous auriez voulu qu'on les laisse encore un peu plus. On verra bien comment les ramener pour vous. La croissance économique, ça ne se décrète pas. C'est tout un processus. Et un peu plus de volonté, on peut toujours y arriver. Signé l'un de nos invités du plateau, Rodrigue Rustico. Merci d'être des nôtres et à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. N'oubliez pas, quand ça vous chante, ce plateau est le vôtre, sans coloration aucune, ni d'appartenance religieuse ou politique. Au revoir.